Bien. Madame la Première ministre, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Elisabeth Borne, Première ministre, en tant qu'ancienne ministre chargée des Transports et ancienne ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la Première ministre, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendue disponible pour répondre à nos questions. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017, cette enquête a dénoncé les méthodes de lobbying de la société Uber pour implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, VTC, venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête poursuit un double objet. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation, en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Pour comprendre les enjeux et répondre à ces objectifs, notre commission a procédé à plus de 60 auditions, entendu plus de 110 personnes, qu'il s'agisse du lanceur d'alerte, M. Marc McGann, des journalistes à l'origine de l'enquête, des représentants de chauffeurs de taxi et VTC, des livreurs, syndicalistes, avocats, magistrats de la Cour de cassation, des dirigeants de nombreuses plateformes numériques, des sous-traitants, des directeurs d'administration ou d'autorités administratives indépendantes telles que la HATVP, la CNIL, l'autorité de la concurrence, des experts tels que M. Froin, M. Mettling, d'anciens députés, membres de cabinets ministériels ou anciens premiers ministres, économistes et j'en passe. Dans la mesure où vous avez été ministre en charge des Transports entre mai 2017 et juillet 2019, notre commission a estimé nécessaire de recueillir votre témoignage sur les conditions de la concurrence entre les VTC et les taxis, et sur la mise en œuvre de la loi Grand-Guillaume du 30 décembre 2016. Notre commission d'enquête a notamment constaté qu'après plusieurs interventions législatives entre 2013 et 2017, notamment la loi Thévenoud 2014 et la loi Grand-Guillaume de 2016, le secteur du transport public particulier de personnes est désormais bien encadré, régulé, a trouvé un équilibre après l'arrivée du secteur des VTC en France comme dans tous les autres marchés européens ou nord-américains comparables. On relève encore des difficultés qui peuvent être liées au manque de données pertinentes pour appréhender l'évolution en valeur, en volume du marché de la réservation préalable sur lequel taxi et VTC sont en concurrence, malgré certaines exigences de la loi Grand-Guillaume. Pourrez-vous expliquer cette situation? Votre audition nous a aussi paru nécessaire car vous avez ensuite été en charge du ministère du Travail à compter du 6 juillet 2020. Vous avez donc été conduite à fixer les priorités de l'inspection du travail. Vous avez été à l'origine de la création de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, l'ARP, à la suite des recommandations de M. Froin puis de la task force Mettling. Et vous avez notamment contribué à préparer la position de la France sur le projet de directive européenne relative à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail des plateformes. Pouvez-vous nous indiquer plus précisément de quelle manière vous avez encouragé, en tant que ministre du Travail, une meilleure régulation de l'activité des plateformes numériques de mobilité, leurs relations sociales avec leurs partenaires, le plus souvent des auto-entrepreneurs indépendants? Quelle fut votre réaction au ministère du Travail à la suite de différents arrêts de la Cour de cassation conduisant à requalifier certains chauffeurs VTC ou livreurs sous le statut de salariés compte tenu de l'existence d'un lien de subordination dans lequel ils se trouvaient? Et quelle est aujourd'hui votre position, la position de la France concernant les propositions de la Commission européenne pour introduire une présomption de salariat des travailleurs de plateforme dans tous ces secteurs d'activité? Par ailleurs, vous avez dévoilé mardi dernier des objectifs chiffrés de la trajectoire de décarbonation de la France à l'horizon 2030. Avez-vous pu au préalable évaluer les conséquences sur l'environnement de l'ubérisation d'une partie de l'économie? Pouvez-vous nous indiquer si le secteur du trait 3P et de la livraison seront concernés par ces objectifs de décarbonation? Enfin, comme vous le savez, notre commission d'enquête a beaucoup travaillé sur les relations entre représentants d'intérêts et décideurs publics. Elle a recueilli de nombreuses propositions, nous vous en avons transmis un certain nombre, visant à renforcer la transparence de la vie publique. Pouvez-vous nous indiquer quelle serait la position du gouvernement sur ces différentes propositions? À noter bien sûr que le cadre a évolué avec la loi Sapin 2 et la création de la HATVP, depuis les faits d'ailleurs qui a été relaté dans les Uber Files. Nous aurons bien sûr d'autres questions à vous poser avec mes collègues. Je vous propose d'entamer nos discussions à ce stade.
Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole, je vous rappelle, Madame la Première ministre, que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Merci Madame la Première ministre, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, avant de répondre plus précisément à vos questions, je souhaiterais revenir en quelques mots sur les différentes actions menées depuis l'émergence des plateformes pour mieux les réguler et mieux protéger les travailleurs. Donc, vous le savez, l'émergence des plateformes est encore très récente en France. C'est en 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans, qu'Uber a commencé à opérer dans notre pays. Ces plateformes ont considérablement modifié nos pratiques et l'organisation de certains secteurs. Elles ont créé de nouvelles offres, parfois en concurrence avec des acteurs déjà présents, je pense en particulier au VTC. Elles ont parfois provoqué un changement d'échelle considérable pour certains services, je pense notamment aux livraisons à domicile. J'ajoute que rapidement, ces plateformes ont aussi créé de nouveaux emplois et des possibilités d'insertion professionnelle. En 12 ans, le modèle des plateformes a considérablement évolué. Il s'agissait au départ souvent de jobs étudiants ou de travail d'appoint. C'est désormais souvent la seule source de revenus, notamment chez les livreurs, et les rémunérations ont été tirées vers le bas du fait d'une concurrence féroce entre les différents acteurs. Ces évolutions ont posé des questions en France, comme partout en Europe ou aux États-Unis, où les mêmes phénomènes étaient à l'œuvre. Le législateur a d'abord cherché à apaiser les tensions entre les VTC et les taxis qui s'estimaient victimes d'une concurrence déloyale. C'est l'objet de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux VTC. La question du cadre social a ensuite émergé. La loi Travail, en 2016, a apporté des premières réponses avec la participation des plateformes à la formation et à une assurance contre les accidents de travail et avec le droit de se syndiquer et de faire grève. Néanmoins, il ne s'agissait encore que de mesures aux effets limités et insuffisants face à l'ampleur des changements en cours. Comme ministre en charge des Transports puis de la transition écologique à travers la loi d'orientation des mobilités et ensuite comme ministre du Travail, je n'ai eu de cesse de prendre des mesures pour mieux réguler ces activités et protéger les travailleurs des plateformes. Je me suis fixé 3 principes: doter les travailleurs des plateformes de réels droits sociaux, permettre à ceux qui souhaitaient être indépendants de l'être réellement, et bien sûr faire confiance au dialogue social pour faire émerger des solutions efficaces et adaptées. C'est dans cette optique que la loi d'orientation des mobilités a considérablement œuvré à rétablir l'équilibre entre les travailleurs et les plateformes. Je pense au droit de refuser une prestation, au droit de choisir ses plages d'activité et d'inactivité, ou encore aux protections contre les représailles et les ruptures. Comme ministre du Travail, la construction d'un dialogue social juste et effectif a fait partie de mes grands chantiers. Ainsi, en avril 2021 et en avril 2022, 2 ordonnances ont été prises pour construire un cadre de dialogue social et de négociation collective dans les secteurs des VTC et de la livraison. Avec ces textes, nous avons pu établir des normes obligatoires pour réguler les effets de la concurrence sur les droits des travailleurs, comme peuvent le faire les conventions collectives pour les salariés. L'ensemble de ces dispositifs sont en place depuis septembre 2022. J'ajoute qu'en tant que ministre, j'ai installé l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pour aider et accompagner la négociation collective. Près de 125 000 personnes étaient inscrites sur les listes électorales pour participer aux élections des travailleurs des plateformes, près de 40 000 chauffeurs et près de 85 000 livreurs. Aujourd'hui, les résultats sont là. 2 accords ont déjà été conclus pour les VTC, pour établir un tarif minimal de course proche de celui des taxis et pour donner plus de moyens aux représentants des travailleurs pour exercer leur mission. Quant aux livreurs, ce sont 3 accords qui ont été trouvés en 6 mois pour une rémunération minimale de l'activité, sur le dialogue social
et contre les déconnexions arbitraires. Pour autant, je le sais, nous avons réalisé uniquement une partie du chemin. J'engage évidemment les plateformes à aller plus loin, notamment dans le cadre de la négociation d'une rémunération minimale d'activité qui a commencé pour les VTC. Et je voudrais souligner que ce modèle de dialogue social est unique en Europe et qu'il permet de faire de la France un des pays les plus protecteurs des droits des travailleurs des plateformes. Et c'est bien le gouvernement qui a donné un cadre et permis les conditions d'une discussion plus équilibrée entre plateformes et travailleurs. J'ajoute qu'en parallèle de ce modèle de négociation collective unique, nous avons décidé de mener une politique de contrôle soutenue. Ces contrôles ont mis en évidence le recours indirect par les plateformes à des travailleurs en situation irrégulière à travers la pratique de sous-location de comptes. Cette pratique illégale bafoue les principes de nos droits sociaux en plaçant les personnes en situation irrégulière dans de véritables situations d'exploitation. Nous avons exigé une mobilisation forte des plateformes pour un meilleur contrôle, notamment en régulant mieux les sous-locations de comptes que j'évoquais à l'instant. Nous avons obtenu des engagements des plateformes matérialisés dans une charte qu'elles ont signée. Mesdames et messieurs les députés, je vous l'indiquais au début de mon intervention, tous les pays ont été confrontés au développement des plateformes. Nous avons donc travaillé au niveau européen à bâtir un cadre commun. En décembre 2021, à quelques semaines de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, la Commission a proposé un projet de directive. La Commission a bien sûr fait des choix de fond, mais elle pouvait, au terme des traités, ne passer que par la présomption de salariat en conformité avec sa compétence en matière de protection des travailleurs. Comme présidente du Conseil des ministres du Travail, j'ai porté ce projet de directive et j'avais alors fait preuve naturellement de la neutralité qui s'impose à la présidence. À partir de juillet 2022, la France a formulé des propositions d'amendement, notamment pour disposer de critères de présomption de salariat cohérents et adaptés à notre droit, et pour respecter notre cadre de négociation collective qui fonctionne bien, comme en témoignent les 5 accords obtenus. En décembre dernier, nous étions prêts à approuver le texte de compromis proposé par la présidence tchèque, mais nous avons été confrontés à une minorité de blocage. Aujourd'hui, sous présidence suédoise, nous continuons à faire des propositions constructives et nous souhaitons qu'un texte puisse aboutir. Mesdames et messieurs les députés, voilà en quelques mots les grandes lignes de l'action de la France pour réguler les pratiques des plateformes depuis leur arrivée en 2011. À chaque étape, nous avons réagi pour éviter la concurrence déloyale vis-à-vis des acteurs déjà installés et nous avons pris des décisions fortes pour protéger les travailleurs et leur permettre de faire entendre leur voix. C'est le fil rouge de l'action du gouvernement et c'est la volonté que j'ai portée dans toutes les fonctions que j'ai occupées. Je vous remercie et je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos questions.